Si la saison 6 de Fear the Walking Dead est mieux que la saison 10 de The Walking Dead, je laisse mes cheveux pousser pendant 1 an. Le Borloo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, ce n'est pas la chaîne de Mr. Grimes que vous regardez. Je me suis rasé les cheveux, on a rejoint la team Grimes, team Calvache. Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo critique salée sur la saison 1 de The Walking Dead World Beyond. Alors, ça va être surprenant, hein, vous êtes surpris là, vous êtes choqués, c'est une face cam. Bien sûr, pourquoi c'est une face cam? Parce que j'ai commencé à écrire la vidéo en vraiment critique salée comme celle sur la saison 5 de Fear en 2 parties, mais le truc c'est que j'ai pas envie de le faire. C'est honteux! Alors c'est pas que je ne referai plus de critiques salées comme ça par épisode en montrant, en pointant bien du doigt tout ce qui ne va pas, mais jusque là, à ce moment-là, à l'instant T, j'ai commencé à écrire et j'ai eu cette flemme en fait parce que je me suis mis à travailler sur la vidéo Dr House, et sur Dr House qui est une vidéo qui est sortie au moment où vous regardez cette vidéo, qui doit faire je crois 12 minutes, j'ai pris un plaisir monstre à m'occuper de cette vidéo là. J'ai mis 1 semaine parce qu'il a fallu que je fasse beaucoup de prospection, reprendre beaucoup de passages vidéo de toutes les saisons. Donc ça m'a pris du temps juste pour la prospection, sinon niveau montage, pour une vidéo de 12 minutes, ça va assez rapidement. Mais voilà, j'ai pris un pied monstre à faire du Dr House, à faire une vidéo de 12 minutes. Et j'avais une flemme monstre de me foutre dans cette vidéo-là de critique salée de World Beyond qui allait durer peut-être 1 heure, sachant que je ressors d'une vidéo critique sur Assassin's Creed Valhalla qui fait 55 minutes. J'avais pas très envie de retomber dans un montage infernal comme ça. Je dis infernal parce qu'un montage d'une vidéo de 50 minutes à 1 heure, c'est très long. Alors quand tu fais que de passer le même passage vidéo durant toute une vidéo où tu fais que de parler, ça va, mais là une vidéo comme ça, comme Valhalla où à chaque 5 secondes il faut changer de scène, il faut découper les choses. Enfin bref, vous le savez, c'est très long et j'avais pas envie de retomber dans un montage pour une vidéo aussi longue. Ça ne m'empêchera pas de faire dans cette vidéo, de vous montrer dans cette vidéo des passages qui ne vont pas non plus. Je vais essayer d'aller à l'essentiel sans trop en rajouter, sans trop aller dans les détails, rien qu'à l'oral. Donc alors, World Beyond, c'est produit, scénarisé par notre cher Scott Gimple de Walking Dead. Alors au premier abord, tout le teasing autour de la série était vraiment excellent. Je me souviens qu'on était tous assez hypés pour cette série. On avait beaucoup d'attentes. Les gens qui disent oui, j'attendais rien. Si tu attendais quelque chose, forcément. Putain de merde, je le crois pas! Tu attendais forcément quelque chose de cette série, que ce soit que par rapport à Rick, que ce soit que par rapport au CRM ou à la curiosité de découvrir ce nouveau monde. Tu avais forcément des attentes en mettant World Beyond sur Amazon, forcément. Donc World Beyond commence avec un premier épisode assez sympathique, on rentre dans l'univers, on découvre ses personnages. Au premier visionnage, forcément, j'en avais un bon souvenir, et c'est toujours le cas, pour un premier épisode c'est assez correct, bien qu'avec ce deuxième visionnage, j'ai remarqué d'autres défauts dont je n'ai pas vraiment entendu parler sur d'autres vidéos. Faut savoir que quand le premier épisode est sorti, avec Grimes, on était tombé sur la vidéo d'un collègue vidéaste qui avait fait une vidéo critique entre guillemets un peu salée aussi sur l'épisode, mais c'était une personne qui ne comprenait pas ce que voulait apporter le projet World Beyond, parce que c'était une personne qui s'était arrêtée en cours de route dans The Walking Dead et qui ne connaissait vraiment pas l'actualité autour de Walking Dead, qui ne savait pas que World Beyond pour nous ça pouvait être quelque chose de très important pour le lore, pour l'univers. Je crois qu'il s'appelle Hammergame. Ouais, c'est Hammergame. Attendez, je vais aller vérifier. On est sur le PC, on va vérifier. Oui, voilà, c'est Hammergame. Sur Disney+. Oh là là, Disney+. Donc vous scrollez un peu et il a fait une vidéo sur le premier épisode de World Beyond. Enfin bref, dans ce deuxième visionnage, j'ai trouvé des défauts à l'épisode 1, mais qui n'ont rien à voir
avec son propos. Son propos, il est simple. On nous introduit les deux sœurs qui vont se faire ami avec Elton et Silas, et du coup qui vont partir avec les deux à l'aventure pour aller sauver leur père, parce qu'ils ont reçu des messages de SOS, et du coup ils vont se lancer à l'aventure, ils vont se barrer. À la fin de l'épisode, on voit qu'il y a eu une attaque de zombies sur le campus, et dans les toutes premières scènes du premier épisode, on voit bien que Hope, quand elle est au cimetière et qu'elle lève la tête vers le ciel quand elle entend les hélicos, elle voit des hélicos, des espèces de gros hélicos qui transportent des gros containers. Et pour moi, dans ces containers-là, ce sont des zombies en fait. Je pense que le CRM, en tout cas Elisabeth et son équipe, ont orchestré l'attaque au campus pour pouvoir justifier le fait de sortir les grosses armes et tout, et peut-être prendre le contrôle du campus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont tué tout le monde là-bas, mais moi je pense pas. Quand tu regardes la scène, ceux qu'ils exécutent, c'est surtout des zombies en fait. Je pense qu'ils ont voulu jouer les héros pour quelque chose. Peut-être qu'il y a autre chose d'important, plus important peut-être que Hope. Peut-être qu'ils ont une raison particulière au-delà de faire partir Hope pour attaquer le campus. Voilà, c'est assez mystérieux. On se pose des questions à la fin de cet épisode 1. Je ne pense pas qu'ils ont tué tout le monde au campus, ça m'étonnerait fortement. Je pense que ça serait un peu trop tiré par les cheveux. Issou ? Tais-toi, je suis malade. Et ce qui était pas mal avec cette fin d'épisode, c'est que le groupe voit leur premier zombie qui fait obstacle à leur chemin. Iris se propose d'y aller, et on te cut au moment où Iris met le coup sur le zombie. Donc en fait, quand tu finis l'épisode 1 de World Beyond, tu te dis que les gamins, ils vont taper du zombie, quoi. Ça va pas être nul comme ça va l'être par la suite. Tu te dis, bon, ils vont taper du zombie, ça va être plutôt intéressant. Tu commences l'épisode 2, et si je me souviens bien, l'épisode 2 commence vraiment à la fin de l'épisode 1 avec les gamins, et c'est totalement ridicule en fait. Le zombie tombe, l'autre a vomi dessus, elle est contente, elle rigole, elle jubile, elle s'en va. On commence déjà les conneries, déjà que dans l'épisode 1, je me souviens que Hope était assez ridicule à faire des doigts d'honneur à Elisabeth, donc le groupe a fait face à ce petit zombie à la con au début, mais en fait tout l'épisode s'étale un peu. Et je crois que c'est l'épisode où ils sont dans un arbre, dans une cabane dans un arbre. Dès l'épisode 2, tu te rends compte que ça va être une saison un peu longue. Dans cet épisode-là, donc, on a Félix et eux qui essayent de rattraper les gosses. Et on a du flashback sur Félix. Félix qui est homosexuel et qui a un background assez banal pour une histoire entourant un jeune homosexuel durant l'apocalypse. Bon, il s'est fait rejeter par ses parents. C'est un truc qu'on a vu 100 fois. Il n'y a pas de traitement spécial, il n'y a pas de nouveauté en fait dans ce traitement-là, qui fait que je m'y suis pas vraiment attaché de ouf. Et du coup, l'épisode 3, je crois qu'on est en plein brasier du gore. Et ce qui était assez intéressant dans cet épisode-là, tout ce que Félix leur a appris, il se le remémore pendant qu'ils échappent aux zombies. Pendant qu'ils se faufilent entre les zombies, t'as des espèces de petits flashbacks où Félix explique un peu les choses. Et c'était vraiment un truc intéressant. En revanche, ce qui m'a un peu saoulé avec cet épisode-là, c'est le traitement sur Silas, qui est littéralement Hulk en fait. Le gars, c'est Hulk. Le mec, il te défonce des portes, il retient un grillage avec des tonnes de pneus dessus. Je rappelle qu'un pneu, je me suis renseigné quand même sur le poids d'un pneu. On va dire assez banal, c'est entre 5 et 10 kilos quoi, environ. Ça dépend de quel pneu on parle, mais bon... Plusieurs pneus comme ça à tenir, je sais pas, c'est vraiment Hulk le mec, c'est pas possible. À la fin du brasier, ils s'en vont, et les adultes, Félix et Huck, essayent de les tirer, essayent de faire pression sur eux pour qu'ils retournent en arrière, mais Iris et Hope n'en font qu'à leur tête, et du coup on continue le road trip. On arrive à l'épisode 4 qui est un des épisodes les plus, les plus détestés, un des épisodes où on s'est fait le plus chier. Il y avait pas de gros potentiel avec cet épisode, et pourtant moi j'ai trouvé que les espèces de flashbacks où le lycée est encore actif, où on voit les élèves. Je me souviens qu'il y a un passage où on suit particulièrement une fille dans un flashback avec des cheveux bleus ou verts, je sais plus trop, et ensuite on revoit un zombie, je crois, avec les mêmes cheveux plus tard. Donc il y avait vraiment ce potentiel-là de raconter quelque chose, de faire un truc intéressant avec ce parallèle-là du lycée abandonné, complètement éclaté, 10 ans après l'apocalypse, et avec le lycée quand il était encore actif avec les élèves. Je pense qu'il y avait des choses à raconter, l'histoire de la fille qu'on retrouve zombifiée après, et
C'est un des trucs sympatoches de l'épisode, mais qui est pas plus développé que ça. Donc on peut dire que l'intérêt de tout ça, c'est de voir Iris et Silas danser ensemble. Tu sens qu'à partir de cet épisode-là, Iris et Silas, bon... voilà quoi, on va pas se faire de dessin, hein. Tu sens qu'il va se passer quelque chose avec les deux qui vont se tourner autour quoi. Et le truc vraiment intéressant à la fin de cet épisode, bah, c'est quand Silas défend Iris, je crois qu'il est coincé avec Iris, je sais plus avec qui il est coincé, mais il nique le zombie en face de lui. C'est-à-dire que le mec il a une clé à molette taille géante comme dans les mangas, mais il va se faire du zombie à main nue. Et c'est là que tu te rends compte de la violence, du potentiel de violence qu'a Silas dans la série, et peut-être que ça va raconter quelque chose. L'épisode 5, en français, qui s'appelle La Traversée. On continue dans cet objectif pour Félix et Huck de dissuader les jeunes de continuer leur aventure pour aller sauver le père, parce que bon, c'est pas trop ce qui nous attend, c'est peut-être mieux de retourner à la maison, voir ce qu'on fait après. Ils essaient de diviser le groupe et ils font pression sur Elton, si je me souviens bien. Et donc, l'objectif de cet épisode, c'est de traverser le fleuve Mississippi en construisant un bateau tranquille avec du bois qu'ils vont trouver. Ils se la jouent Survivor, ils se la jouent Ark, ils se la jouent n'importe quel jeu de survie que vous voulez, mais ils se la jouent comme ça. Une scène qui m'a marqué dans le mauvais sens. Avec, il y en a deux, mais il y en a une en particulier qui est juste surréaliste, qui est vraiment, mais what the fuck, à l'infini. C'est-à-dire que à un moment donné, on voit au loin une grange qui visiblement est remplie de zombies, d'accord, une horde de zombies dans une grange. Il devait peut-être y avoir un Herschel 2.0 dans le coin, on sait pas, mais c'est pas tout. Il y a Thor, le dieu du tonnerre, qui t'éclate un pylône, et ce pylône tombe sur la grange. C'est-à-dire que vous voyez, là, il y a une porte, là c'est tout le côté de la grange, d'accord. Le pylône tombe sur la grange, mais ça ouvre la porte. Et du coup, les zombies sortent de la porte. Donc déjà, t'as un éclair du tonnerre de Zeus, de Thor qui tombe sur un pylône qui casse la grange comme par hasard, mais les zombies ne sortent pas de l'ouverture causée par le pylône qui tombe sur la grange, non. Ils sortent par la porte qui était fermée avant. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai honte. Vous êtes des pitres, putain de la salope. Voilà quoi... On se fout de notre gueule en fait. À quel moment c'est une bonne idée en fait? À quel moment tu dis ouais bon, oh, ça passe. C'est inadmissible. Le deuxième truc un peu nul, c'est que du coup quand cette horde arrive près de la plage où ils construisent leur bateau pour passer le fleuve, Félix va pour défendre un peu, se battre contre les zombies, mais surtout on a aussi Iris et Aube je crois qui se jettent dans le combat, mais elles font rien quoi, genre elles repoussent un peu les zombies. Je crois qu'il y a peut-être un ou deux zombies qui prend un coup, mais c'est tout quoi, genre elles poussent plus les zombies pour gagner du temps que de se faire vraiment les zombies, alors qu'à 3 ils peuvent largement se faire la quelques dizaines de zombies qu'il y a devant eux. Enfin je comprends pas, dans un univers comme ça où ils sont censés quand même savoir se battre contre des zombies. Ok, durant les épisodes précédents on sent qu'ils ont un peu du mal, etc. Mais bon, à un moment donné, il faut y aller. Et sur la fin de la saison, ils vont commencer à y aller. Donc pourquoi ça n'a pas été le cas dans cet épisode-là, en fait? On aurait pu avoir un Félix et les deux sœurs se faire les dizaines de zombies. Et ça aurait peut-être pu être badass. Peut-être que ça nous aurait plu. Qu'on se serait dit, ouais, bon, en fait, voilà, ça y est, c'est fini les gamineries. Au bout de l'épisode 5, on y va à fond. Les zombies, ça nous fait plus peur et on avance comme ça. Sauf que, là, avec cette scène, c'est pas le cas, quoi. Et c'est à partir de ces épisodes-là où tu te dis, bon, World Beyond, ça va peut-être raconter quelque chose sur la fin de la saison, mais en attendant, tu te tapes des épisodes avec des scènes d'une facilité, d'une fainéantise ahurissante. Donc épisode 6, on a Percy le beau ténébreux qui débarque et dont Iris va tomber sous le charme, laissant de côté le Silas qui va commencer à avoir un espèce de somme profond, à avoir de la rancune et à se méfier de Percy, à juste titre, hein. L'oncle, on va dire, de Percy qui était soi-disant mort de côté, qui du coup faisait le mort et se relève juste derrière
Silas, je crois que c'était Silas qui gardait le camtar, et le vieux se lève tranquille, prend les trucs et se barre avec le camtar. Tandis que Percy faisait mine de discuter avec lui, de se prendre la tête avec lui. Kiris est tombé dans le piège et tombe comme une vieille merde à vouloir faire la Yamakasi derrière. Enfin bref, toute cette phase-là avec ces personnages-là, c'est du trolling à l'infini. Tu te dis mais à quel moment des gars comme Félix et Huck se laissent avoir par ces gens-là, se font avoir tout bêtement par ces gens-là. Il y a vraiment quelque chose d'incompréhensible en fait dans tout ça. Mais au final, ils arrivent à rattraper les gypsies, Percy et son oncle, et du coup ils vont faire un bout d'aventure avec eux. Je crois que sur la fin, l'oncle va parler à Félix et lui fait montrer que c'est un camtar du CRM, et vu que eux ils ont que des habits avec le logo du CRM, le mec se pose des questions, enfin du CRM, de la République civique pardon, et il se pose des questions mais reste quand même avec eux. Et on a cet épisode 7 où je crois que Huck qui était parti de son côté va finalement revenir, parce que je crois qu'elle est partie à la fin de l'épisode 5 et du coup revient pendant l'épisode 7. D'ailleurs elle se barre comme ça gratuitement, le Félix il se doute de rien, il sait pas du tout ce qu'il fait le gars. À la fin de cet épisode 7, ce qui m'a marqué, c'est les personnages se disent qu'ils sont en sécurité et que tout va bien, mais ça finit très mal puisque on entend des coups de feu, si je me souviens bien, et finalement tu montes à l'étage et tu vois Silas complètement beurré, le mec, on sait pas ce qu'il fout là, le jeu d'acteur c'est du 0/20. Il est là, il regarde, il dit oh les gars, il y a un mec mort par terre, je suis bourré. Le mec est pas capable de décrire ce qui s'est passé alors que visiblement il a pas dû en louper une miette. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. C'est quand même assez bizarre. L'oncle de Percy s'est pris une balle dans le crâne et Percy est porté disparu. Donc tous les soupçons sont sur lui et on arrive sur un épisode 8 où on va traiter ça, et durant cet épisode on va vraiment avoir le flashback entier de Silas, qui est aussi très intéressant, mais encore une fois l'exécution est pas bonne, et là pour le coup c'est au niveau du montage, ça m'a pas fait l'effet crescendo que j'aurais voulu quoi. Plus tu avances dans les flashbacks, plus tu comprends un peu si la psychologie du Silas, tu te dis bon c'est un gamin un peu perdu, qui aime bien la musique, qui aimait bien quand même passer du temps avec son père, mais son père était très violent, donc c'est parti en cacahuète, et tu te poses des questions, t'en reviens à te dire bon est-ce que c'est lui qui a vraiment tué le vieux, l'oncle de Percy, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, t'as vraiment le doute en fait dans cet épisode 8. Et du coup à la fin, Iris, malgré tout ce qui s'est passé, prend la décision de libérer Silas pour qu'il s'en aille, et du coup le groupe commence à être divisé. On a ensuite la scène entre Elton et Hope, où Hope va avouer à Elton ce qu'elle a fait étant petite, à savoir tuer sa mère. Une scène bien what the fuck du premier épisode, la mère de Elton qui tire par mégarde sur la mère de Iris, parce qu'il y a des explosions et l'explosion ça les fait sursauter, donc elle tire à ce moment-là. Ensuite t'as Hope qui récupère le flingue de la mère d'Elton, qui tire sur la mère d'Elton encore une fois à cause d'une explosion derrière qui l'a fait sursauter. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup l'événement, le fait que Hope sache que la mère d'Elton c'était cette femme là qu'elle a tuée quand elle était petite, c'était un truc dont on savait que ça allait exploser entre les deux par la suite, peut-être pas en saison 1 mais certainement en saison 2 si c'était pas fait en saison 1. Pour le coup là ça se fait dans cette fin d'épisode 8, et c'est vraiment mal foutu dans leur discussion. C'est surtout Hope qui se met à chialer. Je sens bien que Elton il est à fond sur Hope, donc je sais pas, il aurait dû y avoir un sentiment de trahison, quelque chose qui fait que ça aurait peut-être plutôt lui qui l'aurait mal pris et qui se serait barré quoi. Et du coup cette révélation du fait que Hope a tué la mère d'Elton, c'est vite fait quoi, c'est vraiment sans plus. Donc du coup on finit sur un épisode où le groupe est divisé en deux, les filles sont ensemble et Elton court après Silas pour pas qu'il soit seul. Et scène finale de cet épisode où on se rend compte que Huck est la fille d'Elizabeth depuis le début. L'épisode 9, on sait que Huck est la fille d'Elizabeth, on sait qu'il y a un espion dans le groupe, donc Huck apparemment pour objectif l'atout dont à ce moment-là on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a aussi cette première scène, on va dire entre guillemets d'action, où le groupe se retrouve encerclé par des zombies qui ont des espèces de barbelés entre eux, qui fait que l'étau se resserre, et durant ce fight là, et Huck tranche littéralement le panard du Félix qui lui durant le
le combat ne s'est pas du tout rendu compte que c'était elle qui lui avait fait, alors que c'est arrivé par derrière et que lui il se tape contre des zombies qui sont en face de lui quand même. Pour lui il s'est pris un coup de barbelé. Encore une fois, le mec il est aveugle, il est complètement ahuri ce mec, il se rend compte de rien. Une des choses intéressantes de cet épisode 9, c'est Elton qui avance dans son road trip solo où il parle à Percy alors que Percy est inconscient, quasiment mort. Comme je disais, dans cet épisode, les flashbacks vont surtout être concentrés sur Félix et son petit copain. Des flashbacks qui sont pas plus intéressants, pas plus intrigants, pas plus utiles que ça, je trouve, à part pour nous dire que bon voilà, Félix il a une vraie relation à côté et qu'on peut comprendre qu'il soit motivé lui aussi à aller retrouver Léo Bennett parce qu'il sait que son copain est là-bas. Du coup, le point central, le point final de cet épisode-là, ça va être le fait que les gens vont commencer à se rendre compte que Huck n'est pas vraiment toute gentille et qu'elle est là pour un objectif bien précis et qu'elle est prête à tout pour arriver à son but. Hope le comprend et donc du coup décide de partir, de se laisser embarquer avec Huck pour laisser tranquille sa sœur et Félix Félix est blessé hein. Et du coup de son côté Elton vu qu'il a retrouvé Percy, il mène un peu l'enquête, on va dire entre guillemets, essaye de comprendre pourquoi elle est comme ça. Et du coup, sur la fin de l'épisode, tout le monde se rend compte que c'est Huck le souci. Elton, Percy lui dit que c'est pas Silas qui a provoqué tout ça, qui a fait tout ça, c'est bien Huck. Et Hope se laisse embarquer avec Huck. Mais la scène finale, tu vois bien que Hope elle a son flingue au cul et qu'à mon avis, elle va pas rigoler avec Huck. Mais l'épisode 10 va un petit peu niquer tout ça, quoi. Donc dans ce début d'épisode 10, on a Iris et Félix qui vont se bouger le cul pour essayer de rattraper Huck et Hope. Et de leur côté, eux deux, Hope va un petit peu se rebeller contre Huck pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut d'elle. Huck qui lui explique, je crois, quel est l'atout. De son côté, Elton va finir par rattraper Silas. Il va lui expliquer que c'est pas lui qui a foutu la merde parce que voilà, Silas, lui, pensait qu'il était psychoté et que c'est pour ça qu'il est parti. Alors qu'en fait, ce n'est pas lui qui a tué l'oncle de Percy. Enfin, je dis l'oncle, je sais même plus si c'est vraiment son oncle. On a finalement Félix et Iris qui rattrapent Huck et Hope et on a le fameux combat de l'infini entre Félix et Huck tandis que la baraque est en feu. On nous ressort, il y a eu des comparaisons avec la revanche des Sith, Obi-Wan et Anakin. Bon, ils sous la chancla, pas du tout. Alors on est vraiment dans un combat low budget, low intensité, low tout ce que tu veux. C'était éclaté au sol tout simplement. Du coup vers la fin, Elton, Percy et Silas se font entre guillemets rattraper, rechercher par des camtars du CRM et Silas va entre guillemets se sacrifier pour que Elton et Percy puissent se barrer. Donc du coup on a un Silas qui se fait capturer par le CRM. Et enfin de l'autre côté on a Iris, Hope, Félix et Huck qui finalement se battent plus. Hope qui dit à sa sœur, vas-y laisse tomber, je vais partir avec elle, c'est moi l'atout, on va partir, je vais y aller, mais t'inquiète pas, en fait je les ai bien niqués, ils ont pas vraiment l'atout. Parce qu'en fait, cette histoire d'atout, Au bout de 35 minutes, on s'est fait chier et on savait pas où on en était. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Vous me changez les idées. J'ai regardé Zorro. Elisabeth qui est persuadée que Hope est un atout majeur pour le CRM, mais un atout c'est quoi? C'est une personne super intelligente. Parce qu'en fait, Hope, quand elle était petite, elle aurait réussi à réparer un ordinateur, elle aurait fait des choses un peu extraordinaires pour une petite fille de son âge, mais le plot twist, c'est qu'il pense avoir récupéré l'atout en la personne de Hope, qui est la génie du groupe, on va dire, alors qu'en fait, Hope dit à sa sœur, t'inquiète pas, ils vont pas nous avoir, l'atout en fait c'est pas moi, c'est nous deux. Parce qu'en fait, on revient dans les flashbacks où on voit Hope préparer un ordinateur et en fait, elle se fait aider aussi par Iris. Donc en fait, c'est l'union des deux qui font leur grosse intelligence, qui font qu'elles sont un atout. Toute cette saison 1 gravite autour du fait que Elisabeth du CRM, une lieutenant du CRM de la République civique, pense que Hope est un atout. Et pour la capturer, pour ce faire,
elle envoie un faux message SOS de leur père pour que les filles se motivent à sortir dehors, pour que Huck, entre guillemets, s'infiltre via le biais de Félix pour récupérer Hope et laisser en plan les autres, pour que Elizabeth récupère l'atout. Alors que dans le premier épisode, Elizabeth et sa clique là, ils vont au campus. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas kidnappé Hope au campus et se barrer? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas fait ça en fait? Je ne comprends pas. Faire une fausse attaque de zombies pour profiter de la pagaille entre guillemets pour enlever Hope. Toute cette aventure, c'est pour rien, c'est une aventure faite pour rien, c'est du vide en fait. C'est honteux. Alors que le CRM, alors que Elizabeth aurait pu enlever Hope, la prendre pendant l'attaque des zombies à la fin de l'épisode 1, et on n'aurait pas eu à avoir ce road trip à la con en fait. World Beyond aurait pu se conclure en 3 épisodes maximum. Donc voilà, pour résumer, World Beyond, c'est quoi? C'est tu n'apprends rien sur Rick, tu apprends quand même pas mal de choses sur le CRM, on va pas se mentir. On sait que Portland, Omaha et le CRM entre guillemets forment la République civique, qui est l'union de ces trois super communautés en fait. Et c'est cool, mais sauf que ça s'étend sur 10 épisodes, alors que toutes les infos auraient pu être données en un épisode. On va pas parler de ces fameuses scènes post-génériques, donc dont tu ne connais pas l'existence si tu vas pas jusqu'au bout des crédits. Très clairement, les scènes post-génériques, je les ai vues parce qu'on m'a dit qu'elles étaient là. Si je savais pas qu'elles étaient là, je les aurais jamais vues. Et donc on a la fameuse révélation sur les A et les B, et je crois que c'est les A qu'on voit, et les A seraient des cobayes scientifiques pour trouver le remède, j'imagine. Voilà ce que sont des A. Mais du coup les B, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que ce ne serait pas les atouts justement? Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour moi pour World Beyond. J'ai essayé de revenir un peu sur les épisodes sans trop aller dans les détails, donner quelques points what the fuck que j'ai retenus, dont je me souvenais. Bon, c'est pas la grosse vidéo de ouf que je voulais vous faire, mais comme je vous ai dit en début d'épisode, là à l'instant T, j'ai vraiment pas envie de me plonger dans un montage à l'infini. Avec Mr. Grimes, on est revenu plusieurs fois sur World Beyond quand c'est sorti. Si vous voulez vraiment plus d'avis détaillés sur les épisodes, je vous invite à aller sur sa chaîne de live, Mr. Grimes Lives, où vous aurez toutes les rediffs où on a parlé de World Beyond. Voilà. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle ne fera pas plus de 20 minutes. J'essaie vraiment de gratter dans une vidéo de 10-15 minutes maximum. Du coup, j'espère que la saison 2 sera plus intéressante. Forcément, je vais la regarder, parce que c'est Walking Dead. Mais du coup, ça donne vraiment pas envie pour le prochain Carol Daryl. Est-ce que ça va être dans la même veine? Est-ce que les épisodes vont être autant what the fuck? Donc voilà, j'espère que la saison 2 va introduire de nouvelles choses, qu'on va aller un petit peu plus loin. On sait que Hope et Silas seront au CRM, en tout cas dans le même bâtiment que Léo Bennett, je suppose. Donc on va avoir peut-être plus de données, plus d'informations intéressantes autour de ça en saison 2. Donc voilà, je vais pas plus parler que ça. J'espère que la vidéo, malgré le format face cam comme ça avec quelques images, vous aura plu. Il y aura eu un petit peu de sel, pas énormément, mais je vous invite à voir des vidéos critiques salées que vous n'avez pas forcément vues. Mes 2 parties sur Call of the Dead de décembre qui n'ont pas vraiment trouvé le public qu'elles méritent, je pense. Ce sont des vidéos assez salées pour le coup, donc allez-y, si vous êtes en manque de sel avec cette vidéo pour Call of the Dead, je pense que vous aurez votre dose. À savoir aussi qu'il n'y a pas que l'univers Walking Dead qui est traité en critique salée, il y a aussi il y en a aussi d'autres, particulièrement la deuxième critique salée sur le film Full Metal Alchemist Netflix. Bon, au niveau montage, son, ce sera peut-être pas aussi bien que maintenant, mais vu que la vidéo date un peu, mais je la trouve toujours aussi sympa. Donc allez-y aussi si vous ne l'avez pas vue. Puis voilà, pour Walking Dead, on se retrouve fin février avec la série mère. On se retrouvera en live encore une fois chez Mr. Grimes. On se retrouvera aussi pour du Fear the Walking Dead en vidéo réaction. Donc voilà, vous aurez votre dose de réaction salée. Salut les potes!